chers auditeurs et téléspectateurs de Code 243. Il est rentré de vacances. Freddy Monanga est avec nous à partir de Virginie. Bonjour Freddy. Bonjour Abraham, bonjour Michael. Michael de Londres. Michael, comment ça va? Ça va très bien Abraham, et vous? Ça va. Dites-moi, il fait chaud à Londres ou bien c'est grisonnant comme d'habitude? Oh bon, il pleut comme d'habitude, hein, il pleut. Bon, gardez la pluie chez vous. Ici, on a un soleil là-bas. À Washington, non, ça va, on se plaint pas. On a une très bonne température. Notre rédacteur en chef du jour, Freddy Monanga, a fait un choix de sujet. Qu'est-ce que vous avez choisi, cher ami, pour cette émission? L'actualité est vraiment très très riche, surtout l'actualité congolaise. Alors nous allons aujourd'hui nous parlerons du dialogue UDPS majorité présidentielle, de comment la majorité présidentielle veut nous mener vers un glissement. Nous parlerons de M. Ewanga, sa sortie et ses premiers contacts avec le monde libre. Nous parlerons des massacres dans le nord du Katanga, de la situation du Congo, Brazzaville, la situation du Burundi, et puis la situation du Rwanda aussi, et bien sûr ces pays, leur situation et les impacts chez nous au Congo, sans oublier l'actualité du PALU plutôt, du MLC, du MPCR, de la Lucha, du MNS, donc la mission de suivi des accords de l'Addis Abeba. Wow. Et il y a d'autres divers encore. Bon programme, je crois que Michael, qui est un spécialiste, il faut le suivre par ailleurs, chers auditeurs et téléspectateurs de Code 243. Michael est très actif sur Twitter, où j'ai constaté que vous avez plus de 2500 suiveurs. Waouh! Hein? Je suis, de temps en temps, j'espionne mes collaborateurs avec, j'aime bien ce que vous êtes en train de faire. Premier sujet, tu as dit dialogue, Michael. J'ai lu cette semaine deux déclarations, Freddy, qui m'ont gardé un peu sur ma réserve. Top Congo, que je cite, de Christian Lusakweno, que nous connaissons, que nous saluons, un des Congolais qui fait la radio depuis bien, je dirais, une trentaine d'années. Hein, on l'a connu quand on était étudiants aux humanités, il est là depuis longtemps, et félicitations Christian pour ce que tu fais. Annonce fait une interview avec Félix. Il y a un message, accompagnement, modération. Michael, qu'est-ce que tu as retenu de ça? Évidemment, cette semaine a connu beaucoup d'activités, surtout par rapport au dialogue. Effectivement, Félix Tshisekedi avait eu interview avec Top Congo, auquel il a parlé d'accompagnement international. Et cela a suscité beaucoup de questions, parce que vous savez, en diplomatie, les termes sont très importants. Médiation, accompagnement, il faut préciser, et c'est là créé un peu cette confusion. On a voulu savoir exactement l'UDPS, parce que selon Top Congo, c'est comme une concession de la part de l'UDPS. Il était dit qu'il ne demandait plus une médiation internationale, mais il parlait plutôt d'accompagnement international. Qu'est-ce qu'accompagnement en fait? Qu'est-ce qu'on veut dire par accompagnement? Parce que vous pouvez avoir la communauté internationale dans le dialogue comme observateur, c'est toujours accompagnement. Quel rôle va jouer la communauté internationale dans ces dialogues qui se prévoient? C'est pas une interrogation, il appartient à l'UDPS de clarifier, de dire, parce qu'il y a eu des contacts, on sait bien qu'il y a des contacts qui continuent entre Joseph Kabila par l'intermédiaire de son émissaire Kalev, avait été pour ce dialogue. Donc il y a l'évolution. Vous voyez, lorsqu'on dit dialogue, chaque partie doit faire des concessions. Quelles sont les concessions qu'a fait l'UDPS? On nous dit notamment que c'est Joseph Kabila qui va convoquer ces dialogues. À savoir, Kabila va convoquer ces dialogues en tant que président de la République ou en tant qu'équipe. Parce que s'il le fait en tant que président de la République, cela suppose que l'UDPS lui reconnaît cette autorité, donc l'UDPS reconnaît Joseph Kabila comme président de la République. Alors il y a beaucoup d'interrogations qui vont dans ce sens-là.
Effectivement, moi je dirais plutôt peut-être Abraham que l'UDPS est en train de faire peut-être fausse route parce que ils ont un sérieux problème de. Bon, on dit que c'est un problème de communication, mais moi je ne sais pas. À mon avis, je serais un peu dur avec Félix. Je dirais plutôt que, sachant que c'est pas un enfant, je pense qu'il réfléchit quand il parle. C'est vrai qu'il y a des termes qui peuvent lui échapper, mais il maîtrise quand même la langue de Voltaire. Et je suis sûr et certain qu'il y a des choses qu'il dit, ce sont des choses réfléchies, pensées. Et donc, je ne crois pas qu'on devrait tout lui excuser. Et il devrait revoir sa base pour pouvoir organiser son parti. Et il n'y a pas que ça aussi. Vous avez, il y a aussi l'autre problème, celui du délai auquel les dialogues doivent être convoqués. Pour ceux qui suivent l'info, vous verrez que un cadre de l'UDPS annonce telle date, l'autre va vous dire novembre, l'autre vous dit septembre, l'autre vous dit août. C'est comme s'il n'y a pas une concertation au niveau de l'UDPS pour avoir une position commune. C'est comme si dans l'UDPS, chacun parle à sa façon. Et c'est là que nous voulons, par cette occasion, encourager nos amis de l'UDPS d'avoir un peu qui s'organisent mieux au niveau de la communication. Ça ferait moins de problèmes et ça les aiderait beaucoup dans l'avenir, qu'avoir ces contradictions internes ne sont pas bonnes pour l'UDPS. Je le reconnais parce que, mes chers amis, tout récemment, je crois que nous avons tous lu, Kinké Moulumba est monté au créneau. Je ne sais pas si c'est dans ce sujet-ci, à moins qu'on en parle plus tard. Freddy, je ne sais pas si je jump sur le sujet. Nous sommes toujours dans le même sujet, Freddy? Oui, en fait, ce sont des sujets qui s'emboîtent. Donc, on peut continuer. On peut continuer. Donc, moi, je lis parce que la première réaction d'abord, on a vu Yves Kissombé, l'honorable Yves Kissombé, lundi ou mardi sur une chaîne locale, qui a commencé qui a parlé d'un changement de constitution qui permettrait à Kabila non d'avoir un troisième mandat, mais de repartir à zéro. Kinké est devenu plus un nouveau mandat. Exact. Kinké Moulumba, lui, est revenu d'une manière un peu plus exhaustive, parlant d'un dialogue qui devrait qui devrait aboutir sur ce changement de constitution permettant, à Joseph Kabila de recommencer pratiquement à zéro. Ce qui donne là de la matière pour expliquer un peu la feuille de route de l'AMP, la majorité présidentielle, concernant ce dialogue. Et la réaction, on a vu la première réaction de l'UNC qui est venue, et là nous saluons au passage le secrétaire général Ewanga qui a réagi directement dans le cadre de son parti. Et là, je me pose la question de savoir, maintenant que ce piège est là, déjà en lisant un peu Internet ce matin, j'ai vu qu'il y a pas mal de réactions, les gens comprennent que bon, nous sommes en train les pro-dialogues se rendent compte que ce fameux dialogue auquel ils pensent, et là je reviens, mes chers amis, à la sagesse d'Étienne Tshisekedi. Lorsqu'il sort samedi passé à Bruxelles, il dit ceci: nous voulons aller au dialogue, mais tout dépend de la sincérité. Michael, tu te souviens de ce terme-là? Étienne Tshisekedi a parlé de la sincérité au niveau du dialogue. Donc, le papa qui s'est retrouvé souvent piégé et qui connaît plus ou moins le mode de fonctionnement des moboutistes qu'on retrouve aujourd'hui aux côtés de Joseph Kabila, a eu une réaction de sagesse qui ce matin m'a fait réfléchir. Je me suis dit waouh, je crois que politiquement il avait compris. Donc lorsqu'il parlait de sincérité, aujourd'hui cette phrase-là a son sens. Est-ce que l'UDPS va-t-il continuer maintenant que de l'autre côté les Kabylistes ont démontré qu'ils ne sont pas sincères dans leur démarche? Nous attendons la réaction. J'espère qu'elle va arriver le plus vite possible, pas de Bruxelles ni d'ailleurs, mais qu'un officier de l'UDPS se lève pour dire ouvertement ce qu'il y a. Sinon, il y aura confusion parce que maintenant tout le monde a compris que le dialogue Made in Kabila, c'est un piège et Joseph n'a vraiment pas envie de partir. Il veut rester comme Kourouziza. Je ne sais pas si on va parler maintenant, c'est ce que je voulais dire. Merci Freddy. Oui, ce que vous avez dit, c'est très important parce qu'il y a cette campagne au niveau de la majorité présidentielle. Vous n'avez qu'à regarder presque tous ces communicateurs de la majorité présidentielle qui avancent l'idée
troisième nouveau mandat. Donc ça, on joue avec les moments. On sait bien voir qu'ils veulent que Joseph Kabila fasse encore un autre mandat. Et c'est ça l'idée. Et lorsqu'ils disent au dialogue, nous allons parler de tout son tabou, cela suppose aussi qu'ils parleront d'un troisième mandat ou un nouveau mandat pour Joseph Kabila. Donc il joue seulement avec les mots, et donc on peut déjà voir que l'intention de certaines personnes pour ce dialogue, là, ce qui est visé, c'est donc pérenniser, donc garder Joseph Kabila au pouvoir. C'est pour ça que j'ai toujours dit que il serait imprudent de la part de l'UDPS de s'engager dans ces dialogues sans pour autant avoir un cadre bien défini, c'est-à-dire les sujets qui seront débattus. Parce qu'on ne peut pas dire non, nous allons aussi débattre. Si on laisse ouvert comme ça, on va se retrouver dans un dialogue qui sera juste une perte de temps, parce qu'après tout, Kabila a intérêt à ce que rien ne se passe, parce qu'on parle, le temps passe, la CNI sera dans l'impossibilité d'organiser les élections dans les délais présidentiels. Donc Kabila ne peut rien. En allant au dialogue, il peut seulement gagner le temps. Alors, donc, ce qui n'est pas passé n'importe où, il a fait cette campagne médiatique. Il y a plus de 5 journaux congolais il est allé sur Jeune Afrique, RFI, Afrique 24, on l'a vu sur TV5. On voit que c'est vraiment une campagne qui nécessite beaucoup d'argent et qu'il s'est lancé dans cette campagne. Et sûrement, on dit qu'il ne dit mot consente. On n'a pas vu de la part une réaction de la part de Joseph Kabila ou de son porte-parole pour dire que ce n'est pas pour condamner ce que Kinki est en train de faire. Par contre, on laisse faire. Donc, et rien ne s'est fait au hasard. On laisse faire, c'est dangereux. Moi, je voudrais dire ceci. Il y a un terme que Michael vient d'utiliser, la perte de temps. C'est une perte de temps parce que Kabila est au pouvoir depuis 2001. On sait comment il fonctionne. Et le président Tshisekedi, je crois qu'il a lancé un message subliminal quand il a parlé justement de la sincérité. Parce qu'il sait comment ce régime fonctionne. Ils ne vont pas changer demain. Et avec ce que Kinki est en train de raconter, et Kisombe raconte, ça ne fait que confirmer ce que tout le monde sait. C'est un régime qui n'est pas sincère, c'est un régime aux abois, et ils veulent rester au pouvoir. Donc ce dialogue, comme a dit Ewanga, ne serait que participer à ce dialogue, ce serait donner des béquilles à ce pouvoir qui va bientôt s'effondrer. Alors, je pense que, à mon humble avis, il ne serait pas nécessaire d'aller vers ce dialogue. Il serait plutôt important de voir comment est-ce que les choses peuvent évoluer sans passer par ce dialogue. Parce que ce dialogue, ce serait une perte de temps et ça serait donner des béquilles à ce pouvoir. Ils vont tout faire pour dévergonder plusieurs politiciens et dans l'UDPS et dans d'autres partis pour pouvoir ainsi, déjà on a vu avec le Sénat ce qui s'est passé au Sénat, donc ils sont capables de faire voter une nouvelle constitution et avoir, comme on dit, un nouveau mandat pour Kabila et ils vont utiliser des opposants qui vont dévergonder. Il faut faire très attention. Oui. Et ça, j'avais oublié un point. Vous avez souligné que même Tshisekedi qui propose le dialogue n'est pas sûr de la sincérité de la majorité présidentielle. Parce qu'il dit ces dialogues si sincères, si ces dialogues, il a des doutes, il doute aussi. C'est pour dire que l'UDPS déjà devrait penser au plan B, parce que si vous avez des doutes en vous-même par rapport à ces dialogues, il faut déjà anticiper. Il ne faut pas attendre parce que le temps est compté. Et c'est Kabila qui tire profit, qui gagne. Plus il perd de temps, plus il devient impossible d'organiser ces élections dans les délais. Donc il faut déjà avoir un plan B, voir loin, au cas où ces dialogues ne marchent pas, au cas où ça... Donc comme nous voyons déjà que c'est un piège, et l'UDPS veut aller, mais il faut déjà avoir un plan B. Je crois le plan B, comme tu le dis, et comme tout le monde le comprend, nous sommes dans le glissement de la majorité présidentielle. Nous sommes déjà hors de délai. Chaque jour qui passe est un jour de glissement, un jour de dérapage. Ici, je peux dire un dérapage contrôlé. J'ai l'impression qu'ils sont à leur manette et ils ont plusieurs
plusieurs cartes sous la main. Et la réaction de la communauté internationale par rapport à ce qui s'est passé au Burundi, les pousse à ne pas y aller, au contraire, leur donne de la force. J'espère vraiment de tout cœur, et là je lance en tant que patriote congolais un appel ici à nos amis de l'UDPS, de revoir s'il n'y a pas de sincérité comme cela est dit. Je crois que lors de la communication du président Tshisekedi au mois de juin, il a été clair pour dire nous allons au dialogue, sinon s'il n'y a pas de dialogue, on va utiliser le langage des combattants. Tout le monde le sait. Le groupe de la dynamique des actions communes, dont Vital Kamerhe avec Martin Fayulu et autres, MLC, a déjà lui refuté cela. Et là, avec acuité, revient cette phrase de Vital Kamerhe qui a toujours dit « Je connais Kabila mieux que quiconque ». Donc si lui, qui connaît que Kabila mieux que quiconque et qui s'oppose à lui, nous dit « Voilà, je sais qu'il n'y a pas de sincérité », là, je crois, je tire mon chapeau, M. Vital Kamerhe, merci de nous avoir avertis. Peut-être que, bon, maintenant, l'opposition devrait se mettre ensemble et que l'article 64 soit mis au devant et que les actions qui vont contraindre le pouvoir de Kabila se mettent en place. Et par ailleurs, je rappelle qu'il y a un discours, disons, un meeting le 15 septembre. Je ne sais pas si vous avez suivi. On a annoncé cela, on attend la confirmation, mais sinon c'est ça l'idée. Avec Ewanga comme orateur principal, ils ont annoncé cela lors de leur réunion, leur meeting la fois passée, le 15 septembre. Donc on attend que ce soit confirmé. Parce que vous savez, en RDC, il y a toujours ces problèmes-là au niveau des autorités. Souvent, ils compliquent trop la tâche. Donc les gens on les prive leur droit de s'exprimer, de manifester comme il se doit. Et justement, en parlant de Wanga, il vient de sortir de prison, il a eu ses premiers contacts avec le monde libre. Comment vous avez perçu ça, Abraham? Non, d'abord je rends grâce à Dieu parce que Monsieur Wanga, le secrétaire général, m'avait étonné. Je crois que nous avons couvert à l'époque, l'année dernière, son procès. Et vous vous souvenez qu'il nous avait été dit que M. Wanga, avant même la prononciation du verdict, avait demandé à ses juges de le condamner parce qu'il sentait que son procès est un procès politique. C'est un acte de bravoure de voir quelqu'un qui est parent, qui est responsable, accepté par fidélité à son combat, de se faire enfermer pendant 365 jours. Je ne sais pas si moi je l'aurais fait. Là, vraiment, encore une fois, Kouloutou, je crois qu'il est patriarche depuis le décès de Papa Bomboko. Il représente, c'est lui qui a pris ce leadership-là. Je crois qu'il a montré ce leadership. Et je le sens, je l'ai eu au téléphone, je le sens déterminé. D'ailleurs, quand vous l'écoutez, vous sentez une détermination. Parce que je sais, lorsque vous passez par la prison, ça vous rend plus fort qu'avant. Et là, j'ai l'impression que c'était une erreur. Ils l'ont arrêté, mais ils ont rendu un homme très très fort parce que après la prison, qu'est-ce qui reste? Il y a peut-être la mort. Donc, quelqu'un qui de son libre choix accepte d'aller, de se faire enfermer, de se priver de sa famille, de tout ce que nous voyons à l'extérieur pendant 365 jours, c'est fort. En tout cas, encore une fois, je sens qu'il y a la détermination. Si c'est lui qui va prendre ici les devants pour amener le peuple pour le meeting du 15, je crois que nous devrions le faire. Et par ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi ce qu'il a dit sur une chaîne, il a été interviewé par rapport à son arrestation. Il y a des détails, bon, je crois que Michael pourra commenter. Mais en tout cas, j'ai aimé, j'aime le nouvel Ewanga après 365 jours passés à Makala. Ce n'est pas la rééducation qu'on a fait, mais on a plutôt redynamisé quelqu'un. Radicalisé. Voilà. Oui, c'est un Ewanga qui est donc ultra radical. On l'a mis en prison croyant qu'on allait l'affaiblir, mais on voit qu'il est sorti encore radicalisé avec plus de détermination. Vous n'avez qu'à entendre ses discours. Il est plus clair et même plus mordant qu'avant. Il est clair, il n'est pas question de négocier les délais constitutionnels. Le mandat de Kabila est renouvelable une fois seulement, c'est-à-dire 2016.
Joseph Kabila doit partir et cela ne peut faire sujet d'aucune négociation. Et on a encore fait. Donc en tout cas, il est là, on est encouragé, ça encourage aussi les autres. Mais si ça fait 10, la prison n'est pas une fin en soi, donc n'ayez pas peur. Il a dit, il ne faut pas avoir peur, il faut braver la peur. Nous devons nous battre pour nos droits. Vous savez, le Congo, c'est notre héritage. Il faut défendre notre héritage par tous les moyens constitutionnels. Et en plus, bien que les conditions en prison ont été difficiles, puisqu'il a décrit les conditions ce sont des conditions inhumaines, il a dit qu'en plus de cela, il a été formé. Il a rencontré en prison des gens qui l'ont formé. Et donc, il est ressorti de là, comme vous l'avez dit, plus radical, plus fort, plus consistant et vraiment blindé. Et donc là, nous sommes contents de la sortie de M. Wanga et à la place de la majorité présidentielle, je serai déjà en train de préparer mes bagages. Alors, parlons du Burundi. Burundi, ça ne va pas. Et il paraîtrait que la majorité présidentielle serait en train de copier ce qui se passe au Burundi. Mais d'abord, qu'est-ce qui se passe au Burundi? Michael, oui, au Burundi, vous avez ces forcings de Nkurunziza. Nkurunziza qui se dit qu'il a été choisi par Dieu pour diriger le Burundi. Il a été choisi par Dieu comme président du Burundi. Mais personne ne peut contester cela. On a vu ces élections qu'il a organisées dans des conditions déplorables. Et il est là, il s'impose et il ne veut pas laisser les pouvoirs. Et le Burundi, petit à petit, sombre dans le chaos. Vous avez vu ces assassinats. On a tué le bras droit de Nkurunziza et on a vu aussi un défenseur des droits de l'homme être attaqué. Il a dû être évacué en Europe pour des traitements appropriés. Et donc la situation s'est dégénérée. D'autre part, on parle d'une rébellion en gestation. Donc il y a si les choses persistent, donc c'est la guerre civile. On va vers la guerre civile petit à petit, mais sûrement. Et le fait que Nkurunziza soit resté et que quelque part on peut déplorer aussi l'attitude de la communauté internationale, parce que jusque-là, aucun communiqué de leur part disant que nous ne reconnaissons pas Nkurunziza comme président du Burundi. C'est quelqu'un qui a fraudé, quelqu'un qui a utilisé de la violence. Il y a eu des élections qu'ils ont tous dit, juger des élections qui peu crédibles, des élections qui sont dans des conditions déplorables, mais personne n'a dit que ce monsieur n'est pas le président légitime du Burundi et il doit partir. C'est ce qui nous étonne un peu. Et à ce stade, aucune mesure punitive. Ça s'est fait toujours attendre, mais c'est ça, les kabylistes voient ici et là, ils se disent, si Nkurunziza, on ne fait rien contre lui, peut-être nous aussi, si nous copions, si nous faisons la même chose, ils vont se limiter à des vaines déclarations et on va rester. C'est ainsi qu'on a vu quelque part de Kinké Moulumba. Regardez tous ces gens qui étaient calmes un certain temps. Après les événements de Burkina Faso, personne ne parle, dans la majorité ne parlait de révision, troisième mandat, nouveau mandat. Ils étaient calmes, ils avaient peur. Et du coup, ils ont trouvé le courage. Après Burundi, ils sont là maintenant, ils vont dans les médias internationaux pour commencer à parler de ce fameux nouveau mandat pour Joseph Kabila. Donc la situation au Burundi a des conséquences que nous voyons en RDC. Oui, Félix, je voudrais appuyer ce que dit Michael sans y revenir. Souvenez-vous, l'année dernière, quand c'était le Burkina Faso, tout le monde avait pris le Burkina Faso comme exemple pour amener le peuple dans la révolution sortie dans les rues. On a vu la vague qui a commencé en RDC au mois de janvier. Je ne sais plus dans quel autre pays on a vu le peuple sortir. Au Burundi par ailleurs, ils sont sortis pendant pratiquement 45 jours. Les résultats sont là. Mais les élections, le forcing réussi jusqu'à présent de Nkurunziza donne des ailes et permet à d'autres présidents de pouvoir faire de même. On a vu Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, après son passage à Paris, où je suis sûr il a noué des contrats et offert aux Français ce qu'il a offert pour que François Hollande ne parle plus tellement. On voit ce qui s'est passé chez lui. Il a fait un discours fleuve le 12 et tout ça. On sent où il veut aller.
À côté du Burundi, sans changer, je disais hier que Kagame, chez lui, le Parlement a accordé, il pense à faire un changement de constitution et on va aller vers ce troisième mandat. Donc, chacun dans la sous-région. Et c'est en fait comment je peux dire, une conspiration des troisième mandadistes, si je peux le dire. Tous sont ensemble, même s'ils s'entendent pas très bien. Voilà. Ils vont pousser et garder la situation au Burundi. Et la prochaine, qui sera peut-être Congo-Brazza, tout le monde sera avec Sassou Nguesso pour essayer de contrôler. Et c'est là que le peuple congolais devra comprendre les raisons pour lesquelles il y a eu les opérations qui ont permis au Mbata Mukolo. Quelles étaient les raisons? C'est de contrôler, en fait, le flot. Aujourd'hui, ceux qui nous viennent de Brazza ou ceux qui viennent du Congo nous disent qu'il y a un contrôle effectif de Sassou Nguesso sur sa population. Il a su museler l'opposition chez lui, chose que Kabila et sa mouvance essaient de faire également en RDC. Mais le Burundi est un cas d'école et ce qui va se passer au Burundi sera assez déterminant. Est-ce que les Congolais vont-ils être résignés pour se dire ils n'ont pas réussi au Burundi, donc ça sert à rien qu'on se batte contre Kabila? Là, personnellement, j'espère, et connaissant mon peuple, qu'il ne va pas tomber dans ce panneau-là. Hein, nous ne sommes pas le Burundi. Le Burundi est ce qu'il est. Ils ont leur querelle avec 2 tribus et tout ça. Nous sommes plus de 450 tribus chez nous. Et je crois que nous allons démontrer que nous sommes descendants de Lumumba. Lumumba, c'est au Congo, c'est pas au Burundi. Hein. Eux, ils ont leur vague également de guerre et tout ça. Est-ce que la communauté internationale a-t-elle peur de voir le Burundi s'enflammer comme d'habitude? Parce que combien de coups d'État y a-t-il eu au Burundi? Combien de présidents ont été tués? Voilà. Donc toutes ces choses-là fait que bon, peut-être qu'aujourd'hui, la communauté internationale se dit qu'elle marche sur les œufs et chacun y va un peu mollo. Bon, qui va actionner? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le Burundi fait un cas d'école. Nous observons tous, mais en se disant que bon, n'oublions pas, il y a aussi un coup d'État au Burundi. Peut-être que si celui-là avait réussi, la situation serait différente aujourd'hui. Mais bon, la communauté internationale ne joue pas franc jeu. Ne joue pas franc jeu. En fait, Abraham, tu as soulevé un point très important. Combien de coups d'État y a-t-il eu au Burundi? Parce que le Burundi n'est pas le Congo-Kinshasa, le Burundi n'est pas le Congo-Brazzaville. Chaque pays a ses spécificités et sa culture. Au Burundi, il y a eu, pas très loin, en 93, Melchior Ndadaye, président élu Hutu, assassiné par des Tutsis. Et puis, il y a eu une femme Tutsi qui l'a remplacé comme Premier ministre. Il y a eu encore des élections. Un autre président élu qui est mort dans l'avion avec Abiyarimana. Et le président Tutsi Bouyoya a fait un coup d'État. Il était président, il avait perdu les élections, il a refait un coup d'État. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs massacres de Hutus. Contrairement au Rwanda, au Burundi, il y a eu plusieurs massacres de Hutus. 65, 69, 72, 93. Donc, ce n'est pas la même chose. Là, comme tu as dit, il y a un problème entre 2 tribus et c'est comme ça qu'il faut analyser les faits. Et l'impact au Congo, je crois que les faucons et les flatteurs qui sont autour de Kabila se trompent. Ils croient qu'ils peuvent amener le cas Burundi au Congo. Ça n'a rien à voir. Les enjeux sont différents. Et excuse-moi, Michael. Vas-y. Curieusement, Freddy, ce sont les mêmes personnes qui ont poussé Mobutu à la faute, qu'on revoit revenir cette fois-ci avec Kabila Désir. Ce sont les anciens Mobutistes, ceux qui chantaient Djalelo, qui faisaient tout ce bruit autour de Mobutu, qui reviennent pour repousser encore Kabila. C'est comme s'ils n'ont pas tiré les leçons de l'exil, des erreurs du passé. On a comme l'impression que ce qui compte pour eux, c'est les ventres. Il faut flatter Kabila, donc la politique du renard, on fait tout pour avoir son fromage. J'ai pas l'impression qu'on a légalisé le marijuana au Congo, hein, jusqu'à présent, non. Ben, officiellement, non. Mais je crois que officieusement, oui. Je crois que c'est ça. Et nous pouvons rebondir directement au Congo-Brazza, où effectivement le Congo-Brazza aussi n'est pas le Congo-Kinshasa. Nous savons tous très bien qu'au Congo-Brazzaville, le véritable président de ce pays, c'est le patron de Elf.
C'est le PDG de ELF, c'est lui le président de la République du Congo. Et donc, Sassou, ce n'est qu'un premier ministre, si on doit vraiment dans les faits. Et donc, la communauté internationale, comme Abraham l'a dit, ne joue pas franc jeu. La communauté internationale, disons, on sait de qui on parle quand on parle de la communauté internationale, les puissants de ce monde. Ils savent déjà ce qu'ils veulent avec le Congo-Brazza. Parce que si Sassou se permet de faire ce qu'il fait, c'est parce qu'il a eu l'aval du président de ELF et de la France. On a bien vu Sassou débarquer à Brazzaville avec des blindés pour reprendre le pouvoir et personne ne l'avait condamné. Donc, le cas de Brazzaville, c'est un cas spécial. C'est la France qui dirige le Brazzaville, tandis que le Congo, c'est un cas très compliqué. Il faudrait revenir dans l'histoire du Congo pour voir comment est-ce que ce pays est convoité. Il y a les Français, les Américains, les Belges, il y a tout le monde. Mais il y a aussi les spécificités congolaises que nos amis Kintier et du pouvoir en place, comment dirais-je, ignorent ou semblent ignorer. Et comme Michael a dit, nous avons l'impression qu'ils n'ont pas retenu la leçon parce qu'ils étaient derrière Mobutu. Ils l'ont poussé à l'erreur et là ils font la même chose avec Kabila. Ils étaient partis en exil, beaucoup sont morts, on les a retrouvés morts dans leur chambre, une crise cardiaque, de soucis, et ils n'ont pas retenu la leçon. Il y a même un ancien premier ministre congolais, Zaïro à l'époque, champion de la rigueur, vous savez de qui je parle, il a eu à affirmer durant plusieurs débats de salon que plus jamais l'exil. Et c'est ça. Donc, voilà. Et là, ils sont en train de se tromper. Ils sont en train de se tromper. Et je voudrais juste rajouter, pendant que tu parlais du Congo-Brazza, tu as vu qu'il y a eu un nettoyage. Hein, il y a, par exemple, l'ambassadeur, le doyen des ambassadeurs du Congo, la République du Congo en France, qui est un des proches, a démissionné. Lopez, oui, tout le monde connaît son poids et le travail qu'il a effectué pour le président Sassou Nguesso et pour son pays. Qu'est-ce qui ferait que Lopez aujourd'hui démissionne? Y a-t-il un poste où il voudrait aller? Question mark. Était-il en désaccord avec son président ou bien lui a-t-il conseillé autre chose? Et le même président, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis dehors deux de ses ministres qui n'étaient pas d'accord pour un changement. Voilà. Donc, on sent que bon, il y a une dictature policée au Congo-Brazza, et voilà. Donc, quel sera son impact en RDC? Je crois que c'est au peuple congolais qui connaît. Vous savez ce qui se passe? C'est malheureux, chers amis. J'ai l'impression de vivre un remake, une situation que j'ai vécue les dernières années de Mobutu à partir de 90. J'ai l'impression que c'est la même chose qui se met sur pied. Lorsque je lis l'histoire, j'étais très jeune, ou pas né en 60. C'est exactement les mêmes scénarios qui vont nous amener à quoi? À un danger si les politiques ne parviennent pas à juguler, à mieux gérer. En 60, il y a eu Mobutu, militaire, qui a fait un coup d'État. En 90, il y a eu Laurent Désiré qui est venu avec la FDL. Je crains que si nous ne négocions pas bien ici, j'espère ne pas être un prophète de malheur, qui est un Dadis Camara Made in Congo, qui va nous arriver pour taper du poing sur la table parce qu'on n'a pas compris. Et le danger, chers amis, c'est que ce Dadis Camara que j'appelle, en fait, c'est pour donner l'image militaire, puisse être quelqu'un du camp du pouvoir. Ça, c'est aussi une possibilité. Il y a un petit coup d'état de maison pour calmer tout le monde, et puis un deuxième coup d'état pour récupérer la situation, et on est parti dans une situation d'exception. Donc, ils ont ici un arsenal d'éléments qui peuvent faire bouger d'une manière ou d'une autre pour nous bloquer. On a perdu Freddy? Oui, il semble qu'on a perdu Freddy. Oui, c'est comme vous l'avez dit, c'est un problème sérieux et on voit où on est en train de partir, on voit qu'on va droit vers un mur, mais il y a des gens qui voient les dangers mais qui continuent. Donc c'est regrettable avec là où le pays va et c'est vraiment regrettable. Ils vont nous amener encore vers les chaos. Parce que cette situation, on peut éviter cela. Pourquoi? Au nom d'une personne, sacrifier le pays, la stabilité du pays, juste pour une personne, ça n'a pas de sens. Exact. Bah écoute, Ça n'a pas de sens du tout. On va essayer de récupérer Freddy là pendant que
Oui, il est en train de Je revenir. crois que... Ah oui, il nous dit qu'il a un petit problème. Il m'a envoyé un petit message. Espérons simplement que... Oui. Voilà, c'est ça le direct. Je crois, Michael, si je lis le programme qui nous avait donné. Oui, il y a la situation au Palou, la situation au parti mixte, notamment, vous avez appris que Mosito a été destitué du Palou, donc c'est vraiment comme une bombe au Palou. Mais est-ce qu'on a des éléments là-dessus? Oui, c'est officiel maintenant, il a été, on l'a destitué, on l'accuse de faire des tribunes, par exemple, critiques au pouvoir, de s'accaparer le pouvoir qui n'est pas les siens. Donc, entre parenthèses, il s'est dit qu'il a des ambitions présidentielles. Mosito espérait devenir président. C'est ainsi qu'il avait commencé. De temps en temps, il écrivait dans ses fameuses tribunes contre le pouvoir, une façon pour lui de se positionner pour 2016. Mais en interne aussi, il n'est pas le seul ayant ses prétentions, ses ambitions. Il y a d'autres aussi qui ont ces ambitions, qui veulent devenir président, et ils n'ont pas bien géré cette façon de faire des choses. C'est ainsi qu'on l'a écarté. On dit pour une durée de 5 ans, ce qui veut dire officiellement, Mosito ne sera pas le candidat du Palou pour 2016. Il reste maintenant à savoir comment il va réagir. Comment il va réagir? C'est vrai, là nous lançons l'appel au cabinet de M. Mosito. Nous aimerions avoir une interview pour entendre de son côté, entendre sa défense. Mais bon, n'oublions pas que Mosito n'a pas été le meilleur gestionnaire en tant que Premier ministre. On nous parle de ses richesses acquises pendant son mandat, plusieurs villas, des dizaines dans la capitale, bref. A-t-il suscité beaucoup de jalousie? On n'en sait rien, mais voyons voir, on va essayer de l'interroger. Au MLC, nous avons vu Madame Eve Bazaïba, secrétaire générale, qui est en tournée dans l'ex-province orientale. Je crois que c'est son fief. Je crois qu'elle est originaire de la province orientale. Oui, elle est originaire de la province orientale, c'est son fief. Donc, bon, je ne sais pas si on peut appeler son fief, mais c'est certainement lieu d'origine. Et beaucoup ne savent pas, Eve Bazaïba était dans l'UDPS avant. Hein, cette dame a vraiment été... En 2006, hein, elle était pour les élections. L'UDPS était contre les élections. Et vous savez, avec la fameuse formule auto-exclue, elle s'est retrouvée en dehors. Et c'est un peu ça. C'est une dame, oui, elle vient de l'école Tshisekedi, on peut dire. Exact. Et voir aujourd'hui, c'est beau à voir parce que, Michael, je constate que ce sont les secrétaires généraux. Aujourd'hui, Wanga est revenu, on sent que Wanga a repris le bâton, ce qui donnerait au président Vital Kamerhe de l'UNC un peu plus de liberté, peut-être pour se concentrer, faire autre chose. F. Bazaïba, Jean-Pierre Bema n'est pas là, on sent qu'il est là. Pendant un temps, on a vu à l'UDPS aussi Bruno Mavungu qui était au Forum Moulin, je crois qu'il continue. On se rend quand même compte qu'il y a, derrière ces grands leaders, il y a des hommes, il y a des femmes qui peuvent aussi conduire les choses et mener ces choses. Donc on voit des nouveaux visages, des nouveaux noms, et surtout pour la gente féminine, c'est un très bel exemple de voir Madame Bazaïba à ce niveau-là. Vraiment, je lui souhaite plein succès là où elle est, que vraiment le Seigneur l'assiste et qu'elle soit un leader féminin qui puisse montrer l'exemple que la femme n'est pas simplement cet objet qu'on aime voir à la maison, mais non, il y a des femmes intellectuelles, il y a des femmes qui peuvent faire bouger les lignes, il y a des femmes qui peuvent faire avancer les choses et voilà. D'ailleurs, me suggère, voilà, Freddy nous est revenu, excellent. Nous l'avions perdu pour quelque temps par la magie, mais voilà, Freddy est avec nous. Oui, Freddy, nous savons que c'est un problème technique, on est ensemble, mon frère, on gère pas Internet. Mais bon, nous venons de parler de la situation au MLC, la situation au Palou. Nous te remettons la situation en main. Je ne sais pas quelle est l'autre partie. Là, on a parlé de F. Bazaïba qui fait sa tournée dans la province, ex-province orientale, qui a été découpée en combien de parties, Michael? Je crois qu'il y a 2, 3 provinces.
Trois, je dirais. Il faut que je me réfère aux maps, mais je crois 3 parties. Il y a le Turi, il y a au moins 3 parties, si je ne me trompe pas. 3 parties, ouais. Donc, voilà. Donc, je l'ai vu, bain de foule et tout ça. Vraiment, je me suis dit, c'est bon. On a vu Félix faire sa tournée, Vital Caméré pour l'UNC faire la sienne. Le MLC est en train de bouger. Donc, je me rends compte que, par ailleurs, lorsqu'on regarde, ce sont les 3 partis qui ont qui ont déposé le plus de dossiers pour les élections, s'il y a élections locales, urbaines et municipales. En fait, il y a 2 partis simplement. Il y a l'UNC et le MLC, pas 3. Parce que l'UNC a plus de 500 candidats, idem pour le MLC. Par contre, l'UDPS n'a que 776 candidats, 576, donc sur 701. Donc, quelque part, l'UDPS n'a pas présenté beaucoup de candidats. Donc, 276 sur 701, c'est quand même très bas, même pas 50%. On est à 30 quelques pourcents, plus ou moins 30%. Mais sinon, c'est l'UNC et le MLC. N'est-ce pas, ils ont essayé de ratifier large. Peut-être qu'ils auront les fruits escomptés. Donc, on risque de voir l'UDPS perdre sa position de grands partis de l'opposition parce qu'ils ont moins de candidats. S'ils ont moins de candidats pour les élections présidentielles, ils risquent d'avoir donc moins de provinces parce que les mots de scrutin, c'est proportionnel. Pas présidentielle. Un peu. Non, oui, les élections provinciales plutôt. Vous voyez, mes pensées sont toujours à la présidentielle. C'est ça, l'élection provinciale plutôt. Oui, Freddy. Ève est en train de mener le MLC de main de maître, de main de maîtresse, au sens de maître, pas dans le sens péjoratif, parce que bon, elle a l'air. Je dirais que si j'étais un manager, si c'était une entreprise, nous pourrions dire qu'elle est très professionnelle. Elle est vraiment dans la lignée des grandes dames de ce monde qui font la politique. La question que je me pose et que je vous pose aussi à vous, disons, nous pouvons supputer, au cas où, j'allais dire une case, mais bon, au cas où M. Jean-Pierre Bemba ne sortait pas de prison, pensez-vous que Ève Bataïba pourrait se lancer à la magistrature suprême comme candidate? Bon, la question, je dirais, à répondre à cette question, est-ce que Bemba va permettre que quelqu'un d'autre prenne sa place? Il ne l'a pas permis en 2011, il a refusé. Prassan Mamba avait voulu être candidat pour le MLC. On l'a pris. Adam Bombole avait voulu, la même chose. Adam Bombole était au MLC. Il a voulu présenter sa candidature pour le MLC. On sait ce qui s'est passé. Prassan Mamba idem. Bemba avait dit c'est moi ou c'est rien. Je ne crois pas que Bemba va permettre, mais certainement, Madame Ève a ses qualités, elle peut, si on la permet, devenir ses candidats. Parce que Jean-Pierre Bemba, malheureusement, à mon avis, ne sera pas libre en 2016. Parce qu'il a d'abord son procès. Jusqu'à là, on attend encore le jugement. Il faut savoir aussi qu'il y a possibilité de, quel que soit le jugement, il y a possibilité de recours. Donc, on peut toujours faire recours. Et aussi, c'est là, il a un deuxième dossier qui va commencer au mois de septembre, si je ne me trompe pas. Et on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Et dans ce deuxième dossier-là, la liberté provisoire qui avait été accordée a été annulée. C'est-à-dire, il ne sera pas libéré. Il va rester en prison jusqu'à la fin potentiellement jusqu'à la fin de ce procès. Moi, j'aimerais dire ceci. Oui, Freddy. Non, je voudrais rajouter une chose. C'est vrai que Michael, qui est juriste, a été pointu. Bon, par la foi, je crois. J'espère que, lorsque je lis le MLC, ils espèrent que Jean-Pierre Bemba sera libéré d'ici là. Les amis, je suis avec vous. Michael est beaucoup plus rationnel. C'est un juriste, il voit les faits. Nous venons avec notre lecture. Nous sommes avec vous, espérant que miracle il y aura, que Jean-Pierre sortira. Mais une chose importante, je reviens, Michael, lorsqu'on regarde le parcours de Madame Ève, beaucoup, et Freddy, Ève Bazaïba était dans l'UDPS. Oui, et de l'UDPS. Elle a fait un shift, donc elle a fait un transfert parce que politiquement, Michael l'a dit tout à l'heure, politiquement, elle n'était pas d'accord en 2006 que l'UDPS ne se présente pas aux élections présidentielles.
et elle est partie rejoindre le MLC. Maintenant, la question importante est de savoir, étant donné qu'aujourd'hui elle fait un travail de visibilité, on l'a vu dans la diaspora, on la voit en RDC, on la voit au devant de la scène, aux côtés des Vital Caméré et d'autres, et on voit ce travail qu'elle est en train de faire sur terrain. Est-ce que même si, prenons le cas de fiction 1, Jean-Pierre Bemba ne sort pas et refuse que quelqu'un d'autre la remplace, est-ce qu'elle va obéir à cela? Parce qu'on a vu pas mal de cadres du MLC quitter le navire, simplement à cause de certaines décisions qu'ils estimaient ne pas être démocratiques, si je peux dire. Parlons du cas du président de notre jeune Jean-Lucien Boussa, par exemple, qui a quitté, malgré qu'on l'a poussé à la porte. Il y a Jean-Lucien Boussa, il y a François Mamba qu'on a cité, il y en a d'autres également, lorsque vous regardez, qui ont, parlons plus près de nous, de Thomas Louaka, qui, en l'absence du chairman, aujourd'hui a fait ce qu'il a fait, il est là, il est ministre. Donc, est-ce que Ève Bazaïba va-t-elle être une dame fidèle si en 2016 les chiffres des pôles démontrent que... Parce que lorsque nous regardons, mes chers amis, allons plus loin. En dehors de Ève Bazaïba, quelle est cette femme que nous connaissons qui est sur la scène politique et de surcroît dans l'opposition? Il n'y en a pratiquement pas. Et aujourd'hui, ce sont des chances. Vous savez, il y aura des élections aux États-Unis, vous le savez très bien. Et Madame Hillary Clinton va faire rêver le monde parce que les jeux seront rivés avec ce qui va se passer ici. Je crois que Ève Bazaïba, Jean-Pierre Bemba et le MLC ont intérêt à bien regarder. Moi, j'encouragerais en fait une dame d'aller de l'avant et beaucoup de démocratie. Là, j'ose le dire en espérant que Jean-Pierre sortira. Je te remets la parole, Fred. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Madame Ève Bazaïba, elle est présidentiable. Et je la vois mal être députée ou bourgmestre d'une commune après tout le travail qu'elle a eu à effectuer. Ce serait vraiment insulter son travail et insulter sa personne. Mais moi, il y a un autre monsieur qui m'intéresse beaucoup, ce monsieur, je ne sais pas si vous en avez parlé quand j'étais coupé, le patron du MPCR, monsieur Jean-Claude Bouemba. On a vraiment vu ces derniers jours, il s'est lancé dans une communication active et sur le terrain, il est en train de frapper fort. Que pensez-vous? Est-ce qu'il cherche à être présidentiable aussi ou bien c'est la province du Bas-Congo qui l'intéresse seulement? Bon, d'après ce que j'ai entendu, J.C. Bouemba a pris toutes ambitions au niveau du gouvernorat au Bas-Congo, Congo central, que des ambitions présidentielles. Il a déjà tenté sa chance une fois et ça n'a pas tenu au niveau du gouvernorat provincial au Bas-Congo, parce que, vous savez, l'élection provinciale, c'est des votes indirects, sont les députés provinciaux qui votent. Et malheureusement, dans ces cas, c'est l'argent pèse plus qu'autre chose. Il faut vraiment avoir des moyens pour corrompre ces gens pour voter pour vous, parce qu'ils demandent de l'argent malheureusement. Les votes s'achètent. Mais sinon, Bouemba a montré ses qualités, on ne peut pas douter, il fait face à ces Némouandassémi qui est en train d'inciter les gens à la haine au niveau de Bas-Congo, demandant aux gens de chasser les Balouba, les Bangals, les Bassoïm et toutes ces autres personnes qui considèrent comme étant des étrangers, comme étant des non-originaires du Bas-Congo qui doivent quitter le Bas-Congo. Donc une politique de la haine. On encourage Bouemba pour ce qu'il fait, de dire non à ces genres de discours, des discours qui viennent pour diviser davantage, s'aimer la haine, alors que le peuple a besoin de la paix. Non, moi, ce que je pourrais dire, c'est que, en voix off, j'ai déjà discuté avec l'honorable, mais il a déjà fait ses déclarations lorsque vous lisez 2-3 fois. Il a parlé des fois d'une candidature à la présidentielle en cas de non-présentation de celle d'Étienne Tshisekedi. Ça, c'est environ il y a une année ou deux. Mais là, on sent qu'on le voit d'ailleurs plus porter le Moniéré comme il le portait. Là, il a pris un chapeau. Est-il toujours dans la ligne de l'UDPS ou bien il s'en est démarqué? L'avenir nous le dira. Mais en toute franchise, en analyse, je crois que ce serait tôt pour lui de prétendre à une candidature à la présidentielle, parce que le MPCR
est un jeune parti qui devra d'abord fourbir de ses armes, s'implanter partout en RDC. Ça demande, comme Mike l'a dit, beaucoup de moyens. Si ces moyens-là ne sont pas réunis, moi je conseillerais à notre aîné, à cet homme franc et constant de ne pas brûler les cartes. On peut servir le Congo ailleurs qu'en étant que président de la République. Et je crois que je lui souhaite toutes mes chances s'il y a élection provinciale, qu'il devienne le gouverneur du Bas-Congo, ou du Congo central, qui est le nouveau terme. Je crois qu'il pourra le servir d'une manière très efficace. Donc, il n'y a pas que la présidence, chers amis. On a vu Moïse Katumbi avec le Katanga qui a essayé. Donc, je crois qu'on peut faire mieux que ce que Moïse a fait un peu ailleurs. Donc, et gérer une province comme prenons le cas, chers amis, gérer le Congo central, c'est un pays, le Congo central a la superficie d'un pays africain. Vous avez 5, 6 ou 7, 5 millions d'habitants, c'est la population de pas mal de pays africains. Donc je crois que nos politiciens doivent quand même revoir à la baisse et d'être modestes, reconnaître, de voir par rapport à leur qualité, de voir également à partir de leur expérience, de ne pas vouloir taper également trop haut. Le pays de chance et l'ocopam, on doit arrêter pour être réaliste. Oui, Michael? C'est ça, le réalisme s'impose. Et justement, en parlant de réalisme, il y a toute une armada, je peux dire, d'hommes politiques congolais de la diaspora qui ont décidé de se lancer dans les élections présidentielles. Ils ont même déjà annoncé les couleurs. Ils seront candidats à la présidence. Et beaucoup d'entre eux, ce sont des hommes, des femmes qui vivent dans la diaspora, qui n'ont aucune base au Congo, mais qui déjà annoncent les couleurs comme candidat président. Comment vous analysez cela, Abraham et Michael? Bon, je trouve que c'est une façon de s'attirer l'attention des médias, de se faire de la publicité, parce que ces gens, la plupart n'auront même pas mesure de réunir la caution exigée, plus de $100 000, et en plus de cela, ils n'ont même pas un parti politique enregistré. J'ai vu un candidat qui faisait beaucoup du bruit à la diaspora, il l'a fait pendant beaucoup des années, il est aux États-Unis chez vous, je ne vais pas citer son nom. Il fait beaucoup du bruit, tantôt il va en Europe, quand je serai président. Mais si vous lui posez la question, est-ce que vous avez un parti politique au Congo enregistré? Non, il n'a pas de parti politique enregistré. Il fait sa campagne sur Facebook, mais la diaspora ne va pas voter. Et avec des photos. La diaspora ne va pas voter. C'est plus, il faut se dire plus de gens au Congo qu'il y a la diaspora. On fait des conférences ça et là. Oui, vas-y, Michael, termine mon frère, termine. Je dis, on fait du bruit ça et là, on parle, mais on dit, mais nous sommes déjà en 2015, il faut descendre au Congo. C'est maintenant. Il ne faut pas faire comme Oscar Kachala, venir seulement quand il y a les élections et puis partir. Vous savez, on peut voir les résultats de Kachala. Et puis, le terrain déjà... Il y a meilleur candidat. Il y a meilleur candidat au Congo. Il y a des grandes personnes comme vous avez Etienne Tshisekedi, vous avez Kamere, vous avez peut-être d'autres personnes, le Moïse Katumbi potentiellement. Et ce n'est pas un inconnu de la diaspora qui va changer. C'est là au Congo. Et vous savez, moi je crois que ce mythe, Freddy, je voudrais rajouter, ce mythe de la diaspora, parce que vous savez, j'entends cela souvent et des fois j'aimerais rappeler à nos téléspectateurs et auditeurs que la majorité des personnes que nous voyons dans la vie politique en RDC, la majorité d'entre elles, ce sont des gens qui sont venus de cette diaspora. Les gens oublient ça. On croit que, parce que l'on vit dans la diaspora, nous avons la réponse à toutes les questions qui sont posées en RDC. Il faut qu'on arrête cette façon de penser messianique du candidat parce qu'il vit à l'extérieur, parce qu'il parle allemand ou le néerlandais ou le russe ou je ne sais quelle autre langue, il a la solution du pays. Non. Et malheureusement, et Mike l'a dit, l'exemple du docteur Kachala, c'est vrai, c'était une surprise en 2006, les premières élections présidentielles après je ne sais combien d'années passées en RDC. Et cet homme est venu avec quelques finances solides, et je me souviens, il avait toute l'armada, les avions et tout ça, mais la méconnaissance du terrain, la méconnaissance d'une base lui a fait défaut. Et je crois, et j'aimerais vraiment demander solennellement à tous ces messieurs, toutes ces dames issues de la diaspora, et j'espère, la Code 243, mes chers amis, nous allons arranger cela, qu'il y aura des primaires
du point de vue des candidats, que ce soit dans la diaspora ou ailleurs, qu'on les présente, qu'ils débattent. Ça, ce sont des émissions que, chers amis, nous allons organiser. On va inviter ces messieurs qui viennent débattre et que le peuple congolais les écoute. C'est important parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, tout le monde le dit, on cherche visibilité. Vous n'avez pas de parti politique, vous n'avez pas les moyens, mais tout le monde fait sa photo, se met dans un coin et dit sur Facebook, je vais être candidat. Bon, ok, nous sommes d'accord. Montrez-nous si votre parti est enregistré. S'il n'est pas enregistré, comment vous allez y aller? Ou sinon, bon, peut-être qu'il y a des... commencez d'abord à vous faire élire peut-être comme responsable de communauté là où vous vivez, et qu'on voit ce que vous pouvez faire dans votre communauté. Peut-être qu'à ce moment-là, on pourra dire, ben voilà, nous avons l'oiseau caché ici. Donc, je sais que parmi eux, il y a des personnes qui ont de l'expérience, je ne vais pas citer de noms, il y en a qui ont travaillé, même au Congo, qui sont revenus, mais il est important que l'on brise un peu ce mythe, parce que je vis à l'extérieur, okay. Non, je crois que c'est révolu, ça, c'est révolu. Il faut qu'on soit modeste. Il faut au minimum avoir une base au Congo. Ouais. Un pays comme le nôtre, avec plus de 70 millions d'habitants, on ne descend pas au Congo comme en vacances, on dit voilà, je viens pour être président. Il faut au minimum avoir une base solide, et savoir aussi que tout le monde n'est pas appelé à être président de la République. Il y a autre, on peut servir le Congo autrement. Il n'est pas dit toujours qu'il faut être président de la République pour servir le Congo. Il y a plusieurs façons de servir son pays, à part la présidence de la République. Exact. Et puis, maintenant, avec ces 26 provinces que nous avons, c'est-à-dire, vous pouvez vous concentrer, choisissez une province, un coin, allez mettre en œuvre votre expérience, montrer de quoi vous êtes capable au niveau de la province, et après, vous pouvez avoir des ambitions au niveau national. Ouais. Ok, mais justement, moi, il y a un point que je voulais soulever en dernier, c'était la situation dans le Nord Katanga. Mais au fait, il n'y a pas que le Nord Katanga. Comme vous le savez, comme tout le monde le sait, en 2016, il va y avoir des élections. Et là, en 2015, il y aura des élections aussi. Mais il y a dans le pays, dans toute la partie Est, plusieurs poches d'insécurité. Et on les appelle poches d'insécurité, mais ce sont des régions, des fois, qui ont la superficie de la Belgique. Donc, ce sont plus vraiment des poches. Et nous avons, par exemple, la Béni, où ça s'est pas calmé du tout, bien que le gouvernement a remplacé tous les officiers. On a enlevé le fameux général Mundos, qu'on appelait Mundos, qui serait donc d'ailleurs pointé du doigt comme étant l'assassin de Mamadou. On l'aurait enlevé de là, on aurait mis d'autres personnes, mais ça n'a pas changé. Et le Mundos, on le retrouve où ça? Au Nord Katanga. Et donc, on sait très bien que ce Mundos ne va jamais dans les coins pour créer la paix. Partout où il va, il amène la guerre. Et maintenant qu'il est au nord Katanga, on nous parle des pygmées associés à des Interamoués qui sont en train de piller, de tuer les gens. Et je me rappelle même, au début de l'année passée, il y avait une interview du prophète Mukungubi qui disait que dans son village, il y a un parc où il y a des militaires rwandais qui sont en train d'être formés et que l'État ne fait pas attention. Donc, comment dirais-je, et on apprend aussi d'ailleurs que Zoé serait candidat gouverneur pour l'État, la nouvelle province qui est au nord, là, la province de Tanganyika, la province du nord Katanga. Et donc, avec toutes ces poches d'insécurité, on se pose la question, est-ce que vraiment il va y avoir des élections crédibles? Parce que même s'il y a dialogue entre les différents partis politiques, entre les leaders, et qui se mettent d'accord sur certaines choses dans leur dialogue, et que la CENI donne accès à, comment dirais-je, à son serveur, et se met d'accord avec les partis d'opposition, que va-t-on faire de ces poches d'insécurité? Parce qu'on ne peut pas aller aux élections avec des régions entières comme ça où on tue, on massacre des Congolais par des étrangers, s'il vous plaît. Freddy, je te rejoins. 40 milliards de dollars, voilà les perspectives minières pour le Rwanda, annoncées officiellement. Le Rwanda parle de 40 milliards de dollars, et là, ça rejoint l'émission que nous avions faite à l'époque avec
son Excellence Herman Cohen, qui avait expliqué en fait qu'au niveau du département d'État, le flux économique, les mines, on a vu, il y a plusieurs images, plusieurs émissions qui ont été faites, les matériaux, la matière brute qui est extractée au Congo sort plus facilement par le Rwanda, qui aujourd'hui peut se targuer, alors que le Rwanda n'a pratiquement pas de mines, peut se targuer de donner un chiffre de 40 milliards de dollars. Mais ces 40 milliards de dollars, vous comprenez bien que toutes ces poches où l'on voit des militaires, des officiers qui contrôlent les mines de coltan, les mines d'or et tout ça, c'est ce qui explique. On crée une situation de peur, de panique, on déplace les populations, on viole, on contrôle, on prend femmes et enfants, et ils travaillent, ils touchent $1 ou 2, et ces généraux, ces officiers se font des milliards. J'aurais vraiment, et je crois, tu l'as bien dit, Freddy, il n'y a qu'à écouter les dernières déclarations de Kobler. Kobler a été clair. Kobler a été clair pour expliquer ce qui se passe à l'Est. Je crois que si nous démontrons une volonté ici, peut-être après un dialogue, ou que le prochain responsable de la RDC est assez, assez patriote, il ne faudra pas beaucoup de temps pour pacifier. Si le président nigérian élu, lui, en 3-4 mois, parvient aujourd'hui à attaquer Boko Haram et à juguler ce qui se fait, hein, c'est un peu le même cas, on peut dire. Hein, on a une situation... Vous soulevez un point capital. Dans les problèmes à l'Est au Congo, ce sont des problèmes entretenus, c'est des business. Il y a des officiers impliqués dans ce désordre parce qu'ils gagnent, ils font leur fraude et ça sort via les Rwandais. Ce sont des produits qui sortent du Congo mais qui sont tagués Rwanda. Lorsque ces produits sont vendus au niveau du marché international, c'est des produits en provenance on dit des produits qui viennent du Rwanda alors que ce sont des produits de la RDC. Donc il y a un crime, une fraude bien organisée, c'est une mafia. Vous verrez que même à Walikale, il y a des endroits où les conditions, donc c'est vraiment organisé. Il y a des gens qui tirent profit de ça. Il y avait même des gens qui collaboraient avec Bosco Tanganda. Il y a eu de l'or, on en a parlé de l'or, des produits de ce genre. Donc c'est ça le problème en RDC, c'est que on trouve même dans l'armée des commerçants, donc des officiers qui sont là et qui préfèrent trahir le pays, qui préfèrent commencer à vendre. Et il n'y a pas que les officiers, même certains éléments de la MONUSCO, ils sont impliqués. Effectivement. Et le gouvernement est aussi impliqué, c'est vraiment de l'or, et ils s'enrichissent, l'enrichissement illicite. Oui, on est toujours dans la même province. On a oublié un fait important. Reuters, l'agence cette semaine, nous a fait le plaisir de nous annoncer un scoop qu'aucun Congolais ne savait. Hein, les démarches entreprises par l'ancien gouverneur du Katanga uni, Moïse Katumbi, au travers d'une firme aux États-Unis. Et j'ai l'impression, je crois même un article qui a été bien suivi sur Code 243 parlant de tsunami. Hein, que pensez-vous d'une candidature de Moïse Katumbi? Quel effet ça aurait, Michael? Quel effet ça irait c'est effet de tremblement de terre au niveau de la majorité présidentielle et même au niveau de l'opposition. Écoutez, ce n'est pas tout le monde qui se trouve derrière Kabila qui est avec Kabila. Il y en a qui préparent, qui se protègent dès que Moïse, il y en a qui ont déjà dit clairement, dès que Moïse se prononce officiellement, nous allons le soutenir. Et ces personnes ne se recrutent pas seulement dans la majorité, mais aussi dans l'opposition. Donc ça va, la scène politique congolaise, donc j'ai dit un tremblement de terre, parce que Moïse n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a les moyens nécessaires pour battre une campagne comme il se doit en RDC. Et l'argent attire. Il y a des gens qui sont déjà prononcés pour lui. Et on parle qu'il y a les soutiens de la fameuse G7 de la majorité présidentielle. Dans le groupe des frondeurs, dans la G7, nous avons Olivier Kametatou, il y a Mwando Simba, il y a Edondo, il y a qui d'autre encore, Kyungu Akumwanza, il y a Christophe Le Tundula, il y a tous ces gens. Et ils sont déjà dans... Et à part eux, il y a aussi les autres qui ne sont pas encore prononcés publiquement, mais qui n'attendent que l'occasion. Et nous espérons que Moïse pourra s'élancer. On a parlé qu'il pourrait le faire le mois prochain, si tout va bien.
On espère qu'il va aller de l'avant, que la fuite ne va pas perturber son plan, parce que des fois ça arrive, hein, lorsqu'une information est fuitée, il faut revoir les calculs. L'effet de surprise n'est plus, il faut revoir les calculs. Et il doit aller, surtout s'il est fait avant les dialogues, donc ça va changer beaucoup. Ça va changer beaucoup. La majorité présidentielle sera obligée de revoir leurs calculs, surtout ceux qui pensent au troisième mandat. Effectivement, je suis d'avis avec vous. L'annonce officielle de la candidature de Moïse Katumbi, ça sera un tsunami, ça sera, comment dirais-je, une tempête solaire, magnétique, à un niveau incroyable. Parce que d'abord, il y a l'argent. Et nous savons très bien que nos politiciens, une bonne partie, ne sont que derrière l'argent. Donc, que ce soit dans l'opposition ou dans la majorité. Donc, il va déjà attirer tous ceux qui ont de l'argent. Et dans la diaspora, je rajouterai. Et dans la diaspora, d'ailleurs. Et donc, beaucoup dans la diaspora et dans l'opposition, dans la majorité, vont déjà se tourner vers lui, vont aller offrir leurs services. Et puis, le pouvoir en place a déjà très peur de lui parce que c'est un monsieur qui a un carnet d'adresses. N'oubliez pas que c'était un juif et que c'était un juif actif, même dans le milieu juif. On a bien vu quand il y a eu un petit problème entre Moïse et Joseph qui est l'actuel chef de l'État, eh ben, c'est l'ami personnel du chef de l'État, un juif, qui est intervenu pour dire à ce chef d'État, à ce président actuel du Congo, écoutez, ce monsieur, il ne faut pas le toucher. Il ne faut pas le toucher à ce monsieur. Ça, c'était là, Non, je comprends. C'est difficile quand il y a des gros montants comme ça, de se faire la guerre. Donc, il y a des gros montants. Et donc, en fait, je caricature. Et donc, avec la gestion qu'il a eu à faire du Katanga, tout le bruit qu'il a eu à faire, donc je crois que Moïse Katumbi, candidat président, ça va chambouler l'espace politique, ça va vraiment... il y a même des partis politiques qui vont se créer. On va aller soutenir Moïse, et il y aura des coalitions, ça va vraiment, tout va changer, et donc nous attendons de voir comment l'espace politique congolais va être chamboulé. Dernière minute, Michael. Est-ce que Moïse Katumbi peut-il être présidentiable, selon la loi? Oui, il remplit toutes les conditions requises. Il n'y a aucune condition qu'il ne remplit pas. La loi dit il faut être congolais d'origine. Il est congolais d'origine selon la loi parce qu'il suffit d'avoir un parent. Il n'est pas exigé, il ne devait pas avoir les deux parents. Parce que j'entends certaines personnes dire non, pour être congolais, il faut être président, il faut avoir les deux parents congolais. Ce n'est pas ce que dit la loi. Il y a la constitution qui dit qu'il faut être congolais d'origine. Est-ce que si vous allez dans la loi sur la nationalité congolaise, cette loi définit en détail. La Constitution, elle parle d'une manière générale, mais les détails, c'est dans la loi sur la nationalité. Il y a un enfant qui est né d'un parent congolais, il est aussi congolais. Donc Moïse Katumbi est congolais, à moins qu'on lance ces procès. La seule chose qui peut les bloquer, c'est ces fameux soi-disant procès contre lui, qu'on a entendu Luzolo, les autres préparés contre lui, mais sinon il est présidentiable, il a tout ce qu'il faut, il a l'expérience étant gouverneur du Katanga. Michael, j'ai une question pour toi. Est-ce que la loi sur la nationalité zaïroise disait la même chose aussi? Il faut avoir un parent zaïrois pour être zaïrois? Congolaise, la loi sur la nationalité congolaise, oui, un de parents. On dit l'enfant né qui a un de parents congolais, cet enfant aussi, il est congolais. À l'époque du Zaïre, c'était la même chose aussi? Non, à l'époque, dans un premier temps, c'était pas la même chose. Il y a eu un changement. Il y a eu un changement. La loi a évolué. À l'époque du Zaïre, il y avait dans un premier temps, on ne reconnaissait que du côté du père. Si tu as un père, par exemple, zaïrois, qui pouvait être... C'est pour ça que vous voyez certains mopotistes parler de pères des autres qui sont étrangers, parce qu'ils sont toujours dans la logique qu'il faut avoir un père congolais pour être congolais. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ça peut être ou le père ou la mère. Dans le cas où la personne n'a pas, n'est-ce pas,
Mais sauf, la loi ne reconnaît pas la double nationalité, mais un enfant peut avoir la nationalité de son père ou de sa mère. Ça, c'est la nouvelle loi adoptée en 2004. 2004, voilà. Il remplit les conditions. Donc, comme je disais, c'est juste ces dossiers de justice, de quoi il est accusé de tournement, je ne sais quoi. Et c'est ça qui pourrait le freiner si jamais c'était le cas. On arrive à cela. Voilà, chers amis, je crois que nous avons fait le tour, plus d'une heure d'émission. Merci Michael, merci Freddy. Chers auditeurs, téléspectateurs de Code 243, continuez à nous encourager. Appelez-nous s'il le faut. La radio, c'est pour bientôt. Je crois que avant ce fameux dialogue pour septembre, nous allons être prêts sur la toile. Déjà, pour ceux qui peuvent nous visiter, nous sommes là. Nous appelons toujours les chroniqueurs. Faites-vous savoir, mesdames et messieurs. Mais de grâce, si vous estimez que vous êtes le plus beau, que vous êtes comme un dieu ou comme une déesse, nous n'avons pas besoin de ces critères-là, comme le dit souvent Freddy Molanga. Nous voulons faire la radio avec beaucoup de technicité. Nous voulons des personnes qui comprennent ce qu'elles disent. Nous ne voulons pas faire de la polémique. Nous ne voulons pas aller montrer les sous-vêtements des autres. Nous ne voulons pas accorder nos micros pour que l'un attaque l'autre. Non. Nous voulons faire une radio sérieuse, pas d'injures, en respect des libertés des uns et des autres. Mes chers collègues, merci pour tout. On se revoit la semaine prochaine avec d'autres sujets. Comme on vous le dit, c'était ce Code 243 et nulle part ailleurs. Bonsoir.